Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Nous sommes avec Régis Le Sommier ce matin. Bonjour Régis Le Sommier. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Alors je rappelle, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta. Vous voulez nous parler, et puis auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin. Vous voulez nous parler de peut-être reparler du dernier documentaire de Pierre Conessa ? Oui, puisqu'il est disponible sur la plateforme Omerta. Alors c'est un documentaire, je pense, qui intéressera beaucoup notre invité aussi, qui s'intitule Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel et non pas militaro-industriel auquel il est fait référence dans son livre. Il s'agit de la manière dont on vend les conflits aux différentes populations, et ce depuis la Somalie, en passant par l'Irak, enfin bref, tous les conflits, et même l'Ukraine, tous les conflits des dernières années, et on analyse ça avec des grands témoins également dans ce documentaire, puisque Hubert Védrine, Ronnie Broman, il y a aussi Alain Chouet, bref, il y a beaucoup de gens qui viennent apporter leur expérience de l'intérieur pour avoir été eux-mêmes aux commandes et qui savent a fortiori comment se passe justement cette mécanique qui consiste à expliquer au peuple on ne peut pas ne pas y aller, il faut faire quelque chose. C'est comme ça que la plupart des conflits des dernières années ont été vendus aux populations avec des résultats qu'on pourra qualifier de mitigés. Voilà. Et vous pouvez évidemment retrouver, nous avons une table ronde avec Pierre Conessa sur ce reportage, comment vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Merci Régis Le Sommier. On se tourne vers Nicolas Merkovitch pour son livre L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Vue de haut. Rebonjour Nicolas Mirkovitch, parce que vous avez quand même parlé de Johnny Hallyday tout à l'heure, parce que c'était en lien évidemment avec votre livre L'Amérique Empire. Je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes analyste des géopolitiques européennes américaines, président de l'association Ouest-Est, et puis je rappelle vos livres Martyrs du Kosovo, Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher, puis L'Amérique Empire aux éditions Temporis. C'est une réédition parce que vous vouliez mettre évidemment le bilan de Joe Biden qui n'est pas très glorieux pour vous, alors on va en reparler. Mais d'abord, je voulais revenir sur les Américains. Pour vous, l'origine notamment de l'Amérique, les Américains, ce sont des Européens. Et les premiers colons, ils se sentent déjà finalement missionnés d'une mission de refaire un monde nouveau. Et c'est ce qu'on appelle le messianisme américain. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Parce que c'est le fil conducteur aussi de votre livre, ce messianisme américain qui est encore présent aujourd'hui aux États-Unis. Tout à fait. Dès l'arrivée de ces colons, quand les colons commencent à s'émanciper de la couronne britannique, ils ont un projet. Et ce projet n'est pas la continuation de la forme de vie qu'ils avaient avant en Europe. Ils avaient vraiment une volonté de créer un nouveau monde. Et on le voit dans des écrits de ces premiers colons qui est pétri de messianisme. En effet, il y en a beaucoup qui sont des pèlerins, qui ont été ce qu'ils appellent eux-mêmes les pilgrims, qui étaient des protestants qui étaient persécutés en Europe, qui pour eux avaient une vision radicalement différente du christianisme, de celui qu'on pouvait avoir en Europe à cette époque-là. Et il y a une espèce de revanche, on voit ça dans les différents textes, et en tout cas cette volonté de faire des États-Unis non seulement un nouveau pays, mais un phare pour le monde. On le voit dans les écrits, il y a la destinée manifeste qui est par O'Sullivan qui sort au milieu du 19e siècle, quand les États-Unis sont en train de conquérir tous les territoires sur les Mexicains, qu'ils ont déjà racheté les territoires aux Français, aux Russes qui sont en train de s'agrandir. Ils disent, mais nous avons un rôle pour éclairer le reste du monde. On doit être, et ça, on va le voir tout au long, non seulement du 18e, à fin du 18e, du 19e, mais même au 20e siècle. Madeleine Albright, au 20e siècle, parle de la nation indispensable.
Joe Biden a encore repris cette expression de nation indispensable. Il y a cette volonté de transformer la société. Vous savez, il y a cette phrase que je cite dans le livre de John Adams, qui est le deuxième président, qui part donc à la fin du XVIIIe siècle déjà, qui part de la République pure, vertueuse et civique des États-Unis, qui régnera pour toujours, qui gouvernera le monde et qui introduira la notion de perfection de l'homme. C'est tout un programme pour un pays qui a à peine 10 ans à qui cette est époque-là. pétri de christianisme, de protestantisme, et qui en même temps, on se rend bien compte que les Indiens à l'époque sont laissés pour compte, et puis après, dans l'histoire des États-Unis, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce projet sont aussi laissés pour compte. Tout à fait. C'est cette espèce de vision WASP d'anglo-saxons blancs, où on a à cette époque-là une vision vraiment très, on va dire, une très mauvaise idée de l'Indien. Les Indiens d'Amérique vont être littéralement massacrés. Donc c'est un peu difficile d'avoir la Bible dans une main et de l'autre côté le fusil pour agrandir le territoire. Alors on justifie cela en disant que voilà, ils ne sont pas tout à fait cultivés, qu'ils ne savent pas quoi faire de ces terres. On propose de les regrouper sur d'autres terres. Enfin, le résultat, c'est un véritable génocide. Les États-Unis se sont faits construits dans le sang des Indiens, dans le sang des conflits entre Européens. Ces Américains se sont battus contre les Britanniques, contre les Français, contre les Espagnols, plus tard contre les Mexicains. L'Institut Fletcher de l'Université de Tufts aux États-Unis a établi que les États-Unis ont été plus de 500 fois en guerre depuis leur déclaration d'indépendance en 1776. On y reviendra plus tard parce qu'un tiers de ces guerres ont eu lieu au XXIe siècle. Mais les États-Unis se sont toujours fait dans cette guerre, dans cette vision qu'ils étaient supérieurs aux autres et que leur vision s'imposait si au bout d'un moment ils n'y arrivaient pas par des moyens, on va dire, de séduction, de leur fameuse soft culture, soft power pour séduire les différentes populations qui les intéressent ou les différents peuples ou pays. Ils n'hésiteront pas à utiliser la force et c'est ce qu'ils ont fait pour établir un fantastique territoire qui va de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Et ça va être la progression des États-Unis et cette vision qu'au nom de leur vision de Dieu, au nom de leur compréhension de la foi, eh bien, ils pouvaient être cette nation. Et on verra que par la suite, cette vision messianique, cette vision chrétienne de la construction américaine va complètement disparaître au profit des véritables personnes qui contrôlent les États-Unis, qui ont fait main basse sur le pouvoir économique américain dès le XVIIIe siècle, qui se sont servis de cette vision protestante pour se développer, pour donner une belle image des États-Unis, et qui progressivement, au bout d'un moment, vont complètement abandonner ces valeurs chrétiennes ou ce qui en restait à cette époque-là, pour transformer la société américaine en une espèce de marchepied pour le mondialisme. Alors Nicolas Mirkovitch, avant de donner la parole à Régis Le Sommier, je voulais revenir, vous avez dit qu'ils se sentent supérieurs aux autres, vous dites que l'Amérique est un empire, et pourtant les Américains n'ont jamais voulu se faire nommer l'Amérique empire. C'est quelque chose de tabou, alors qu'ils sont quand même assez chauvins, ils sont quand même assez sûrs d'eux-mêmes, et vous, ce que vous dites, c'est que comme le diable, la meilleure technique du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc l'Amérique fait comme si l'Empire américain n'existait pas. Alors pourquoi ? C'est une ruse. C'est une ruse, une ruse de conquête. Noam Chomsky, le professeur américain, dire que parler d'un empire américain, c'est comme de parler de triangle triangulaire. George Washington, le premier président américain, parle d'un infant empire, c'est un jeune empire. Donc on va trouver beaucoup d'experts, de spécialistes des États-Unis. Un des historiens les plus connus, Paul Kennedy, parle également d'empire américain, parce que dans les faits, c'est ce qu'ils sont. Mais ils ne vont pas le dire parce que c'est leur manière d'avancer. Eux, ils ont compris, les Américains, que coloniser un territoire, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est compliqué. Il y a l'acculturation, vous devez investir, vous devez transformer progressivement le peuple conquis. Ils ont compris qu'il fallait coloniser les élites. Et ça, ils l'ont compris tout de suite. Le combat américain, la ruse, le génie presque américain, un génie malfaisant, mais génie, est de s'attaquer aux élites, de s'assurer que dans les différents pays qui les intéressent pour des raisons commerciales, eh bien, essentiellement commerciales en tout cas, c'est de s'attaquer aux personnes qui vont être au pouvoir. Donc ils ont développé des think tanks, ils ont développé des universités où ils accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Ils vont travailler par la séduction et aussi par le financement. Ils vont payer
De Gaulle en parle, de ces agents américains stipendiés qui sont en train de transformer la France. Ils vont faire ça parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une espèce de protectorat qui ne dit pas son nom, d'avoir des pays qui vont aller dans le sens des États-Unis, sens politique, sens économique, qui vont ouvrir leur marché pour exporter leurs matières premières, pour importer des biens produits aux États-Unis, aujourd'hui plutôt des services financiers. C'est beaucoup plus malin de faire ça que de dire je vais coloniser l'Europe de l'Ouest avec mes bases, avec l'obligation de parler l'anglais. Comme on le disait tout à l'heure, on chante en anglais. Il y a quelques années, à l'Eurovision, qui est une compétition que j'aime pas beaucoup, mais il n'y avait aucun pays francophone qui chantait en français. Oui. Donc, si vous voyez, il y a une espèce de servitude volontaire à la Boétie, où nous-mêmes, ils ont compris que par ce soft power, par le pouvoir de leur culture, par le ciblage du travail sur des élites, et c'est un ciblage de longue haleine, ils travaillent sur de nombreuses années, la French American Foundation, dont Emmanuel Macron fait partie, dont différents élus français font partie, eh bien, c'est un travail qui consiste à promouvoir ou à aider la mise en place au pouvoir de personnes qui sont des atlantistes, des personnes qui vont aller dans la direction, peu importe l'idéologie, que la personne soit de gauche, de droite, les Américains peuvent trouver des amis dans l'idéologie communiste, dans l'idéologie libérale, socialiste, tant que ces personnes ouvrent leur marché aux États-Unis et s'alignent sur la politique étrangère des États-Unis. Ils sont un ami des États-Unis. Ça coûte de l'argent, mais ça coûte beaucoup moins cher que de coloniser le pays lui-même. Et participe à l'expansion de cet empire, donc l'Amérique Empire. Régis Sommier, justement, sur ce livre de Nicolas Mirkovitch, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis. Oui, moi je voulais revenir sur une dimension assez paradoxale des États-Unis. Je me souviens d'avoir été, quand j'étais correspondant là-bas, dans un endroit qui s'appelle Pine Ridge, qui est en fait une réserve indienne de Sioux dans le Dakota du Sud. Et je me suis rendu compte, en fait, donc j'ai passé une dizaine de jours avec les derniers Sioux qui sont regroupés là-bas. Alors il y a les Sioux, il y a les Cheyennes, il y a toutes les tribus indiennes. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on appelle réserve, nous, on a l'impression que c'est des endroits très beaux, très sauvages, hein, ça c'est sûr que le Dakota du Sud, c'est magnifique. Mais en fait, en réalité, à la base, c'était pas du tout le terme de réserve ne visait pas du tout à préserver un mode de vie indien originel, D'abord parce que les Indiens étaient transhumants, en fait, ils ne restaient pas dans un territoire fixe, et suivant les périodes de l'année, ils partaient. Mais en fait, en réalité, c'était des véritables camps de concentration dans lesquels on mettait des Indiens, ça portait des numéros. C'était le camp, je crois que pour les Cheyennes, c'était autour des 30, il y en avait plusieurs. Pour les Sioux, les Lakota, c'était autour des 40. Et en réalité, quand on regarde comment s'est fait cette conquête, d'ailleurs, il faut rappeler qu'en 1865, les Noirs, on émancipe les Noirs, mais on continue à massacrer les Indiens. Et on continue à massacrer les Indiens comme si on voulait... et c'est ça qui m'a vraiment étonné en passant du temps là-bas, parce que j'ai l'impression que cette distance avec ces peuples originels, elle existe toujours. Eh bien, même s'ils sont quasiment à état moribond, alors ils ont eu quelques compensations, on leur a donné des droits sur les casinos, enfin des choses comme ça, mais si vous voulez, on a voulu faire disparaître, comme pour faire table rase, comme pour justement ce que disait Nicolas sur la Nouvelle Jérusalem, cette dimension du pays unique, etc. Et qu'en fait, on a voulu complètement éclipser et faire disparaître la civilisation qui se trouvait avant. Et je trouve ça toujours paradoxal parce que les États-Unis n'ont pas leur pareil pour dénoncer dans le monde les massacres, etc. Alors que eux-mêmes ont du mal à reconnaître justement que leur pays c'est bâti sur un véritable massacre, quoi. Nicolas Mirkovitch, là-dessus. C'est tout à fait vrai. On vit dans un mirage. Ça fait partie de ce génie américain, c'est que on n'a pas la véritable image de ce que font les États-Unis. C'est ce que j'ai voulu écrire dans ce livre, c'est ce que j'ai voulu expliquer. L'envers du décor. On est dans un studio hollywoodien. On pense toujours que les Américains, c'est la véritable démocratie. On voit ces belles maisons alignées avec les jardins très bien entretenus, ces grosses voitures. Et quand on voit ça de l'étranger, on se dit mais c'est magnifique. La réalité du décor est la naissance d'un pays dans le sang, la naissance d'un pays dans un massacre. Le mensonge aussi. Les États-Unis ont menti quand ils ont signé le traité d'Adams-Onis avec les Espagnols concernant le Mexique, concernant le Texas, qui sera récupéré par le Mexique. Ils vont inventer une attaque de soldats mexicains pour justifier l'intervention de l'armée américaine pour annexer
le Texas et annexer d'autres territoires qui appartenaient au Mexique. Ils vont mentir plus tard quand ils vont se battre à Cuba de nouveau contre la couronne espagnole. Avec l'affaire du Maine, ils vont dire que le bateau a été attaqué par des terroristes. Ils visent les Espagnols. Le bateau a coulé. Il n'y a pas du tout de preuve que ce soit les Espagnols, mais ils vont faire la guerre. Les Philippins, quand ils ont récupéré les Philippines, ils ont promis qu'ils allaient apporter la liberté. Or, ils ont fini par se battre contre les Philippins. Et je vous parle même pas de la baie du Tonkin, des armes de destruction massive, du faux génocide au Kosovo. Donc les États-Unis vont mentir. Alors je vais juste ouvrir une parenthèse, quand je parle des États-Unis et des Américains, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. On aura l'occasion de parler de ces Américains qui eux-mêmes sont contre cette construction impériale des États-Unis. Mais ils n'ont cessé de mentir, de donner une image qui n'est pas la réalité. Et si on avait les moyens aujourd'hui, et si on avait un peu plus de médias vraiment indépendants, libres, on aurait de quoi faire des films terribles. Et qui ne seraient même pas des fictions, qui seraient juste la réalité sur ce que les États-Unis ont fait contre les Indiens, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe. 70 000 personnes ont été tuées par des bombes américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, on remercie les Américains d'être intervenus à la fin de la guerre, mais on ne parle pas de ces villes qui ont été complètement détruites par des bombardiers américains. Dresde, c'est pareil. Hiroshima, Nagasaki, l'usage de la bombe nucléaire. Personne ne parle, ou rarement parle-t-on de ça, parce qu'on veut garder cette image des États-Unis défenseurs de la liberté. Et c'est une erreur politique grave. Parce que qu'est-ce que c'est que l'atlantisme, sinon le fait de soumettre sa souveraineté à un autre pays, et de croire à les atlantistes qui sont au pouvoir en Europe, en Amérique du Sud, dans d'autres pays, croient que ce sont les États-Unis qui vont nous aider. Et c'est qu'en se reposant sur le travail des États-Unis que nous serons protégés. Ils vont assurer notre sécurité, notre prospérité. Donc on a sabordé notre souveraineté au profit des États-Unis qui se fichent complètement de nous. Ils vont se servir de nous et sinon on n'en plus besoin, ils vont partir vers d'autres continents. Ils ont abandonné les Vietnamiens du Sud, ils ont abandonné les Afghans, ils ont abandonné une partie de l'Amérique du Sud. Dès que leurs intérêts changent de continent, d'endroit, ils abandonneront les personnes. Et c'est une erreur pour n'importe quel pays, et notamment pour la France, qui est un grand pays, même si en taille par rapport aux grandes puissances qui sont en train d'émerger, nous sommes plus petits. Nous restons un grand pays au niveau mondial, on a une bombe nucléaire nous-mêmes, on siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Déléguer notre souveraineté ou laisser des pans importants de décisions stratégiques de notre pays entre les mains de Washington, qui nous oriente, qui nous guide, qui nous dicte, finalement, c'est une erreur, et les Américains, ils en profitent. Alors, justement, peut-être, Régis Le Sommier, vous voulez rajouter quelque chose avant le bulletin bulletin d'actualité de 9h? Moi, je voulais rajouter l'instrument, ça a été rapidement évoqué, mais je voudrais insister sur l'instrument justement de conquête des États-Unis qui est absolument fabuleux, inouï, unique dans l'histoire, c'est Hollywood. C'est-à-dire que Hollywood arrive à vous transformer des défaites en victoires. Tous les films qui ont été faits, peut-être à l'exception d'Apocalypse Now, tous les films qui ont été faits sur la guerre du Vietnam exaltent l'héroïsme américain, même dans la défaite, même dans l'horreur. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous retourner une situation calamiteuse pour vous en faire un objet de l'unicité américaine. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que sur la lecture de la Seconde Guerre mondiale, on voit par exemple dans les années 50, le premier sondage qui avait été fait par l'IFOP dans les années 50 demandait aux Français qui, selon vous, a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50, les Français disaient la Russie, disaient l'URSS. Ils avaient le souvenir, évidemment, de Stalingrad, etc. Et quand on voit le travail qui a été fait par Hollywood, à la fois Le Jour le plus long, Band of Brothers, tout ce qui a suivi ensuite, les mini-séries, etc., toute cette espèce d'arsenal cinématographique a changé a pu changer l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quasiment un lien direct entre le D-Day, d'ailleurs qu'ils ont utilisé, qu'ils ont mis en avant par rapport même à la bataille des Ardennes. La bataille des Ardennes a coûté beaucoup plus d'hommes, elle a été bien plus héroïque quelque part. Je mets à l'exception peut-être d'Omaha Beach, où là il y a eu vraiment un combat titanesque. Mais si vous voulez, la bataille de Normandie coûte moins d'hommes aux États-Unis que celle des Ardennes, qui est complètement passée sous silence. Et le D-Day permet de gommer Stalingrad. Et c'est aussi une des raisons aujourd'hui du ressentiment des Russes vis-à-vis des États-Unis et du reste du monde. C'est-à-dire qu'on a oublié purement et simplement leurs 20 millions de morts et que ça avait été eux qui ont apporté justement ce point de bascule de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, les États-Unis, avec Hollywood, avec cette formidable machine à rêve et à fabrication de l'histoire, eh bien, ils ont réussi à adopter une position dominante dans l'inconscient. Voilà.
L'auteur américain Matthew Fraser parle du soft power, de cette capacité à convaincre à travers les médias d'une arme de distraction massive. Et c'est certain que grâce à ce cinéma, ils disent, on arrive à avancer l'idéologie, on arrive à convertir, à transformer les sociétés sans avoir à tirer une seule balle. Et ça aussi, c'est le génie de la colonisation des élites où concrètement, par des investissements massifs, on va faire des films, de la musique, et les populations vont se transformer elles-mêmes en, on va dire, philo-proto-américains. Et justement, d'ailleurs, on peut faire aussi le parallèle. Aujourd'hui, on nous vante le modèle chinois. Le modèle chinois, on dit notamment que l'Europe commence à adopter le modèle chinois. Mais le problème, c'est que contrairement aux États-Unis, personne ne veut devenir chinois. Personne ne s'assimile, en tout cas, à la culture chinoise, notamment en Europe, ce qui n'est pas le cas avec les États-Unis, notamment qui, grâce avec ce soft power américain, et puis notamment ce que disait Régis Le Sommier, la grosse machine hollywoodienne, a permis donc de faire en sorte que les Européens, puis les gens du monde entier s'assimilent, ou en tout cas veulent s'assimiler aux États-Unis. On revient vers vous pour ce livre L'Amérique Empire aux éditions Temporis, Nicolas Mirkovic. Il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors tout de suite, parce que moi je voulais d'abord vous parler des élites américaines qui ont émergé, notamment avec le capitalisme. Il y a un nouveau dieu qui arrive aux États-Unis, c'est l'argent. Et donc il y a une élite américaine qui possède l'argent, qui règne véritablement aux États-Unis. Et parmi eux, on pense évidemment aux Rockefeller par exemple, et qui sont le symbole de la famille de l'hypercapitalisme américain à ce moment-là. Quel est justement le véritable poids, le véritable pouvoir de ces familles, de cette élite américaine aux États-Unis à ce moment-là? Dès le départ, la construction américaine est faite par une élite, on va dire, qui est très très riche. George Washington est l'homme le plus riche des États-Unis. Il est le premier président des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Déjà, on estime que vous avez à peu près 20% de la population qui détient l'essentiel des richesses. Et ce chiffre ne va que faire qu'augmenter. On a la société américaine qui est en réalité une oligarchie avec des personnes qui sont extrêmement riches, très puissantes, et on part donc du coup des Carnegie, des Rockefeller, de toutes ces personnes qui vont un peu devenir ces icônes des États-Unis, qui vont faire rêver, qui vont faire un peu de l'image. Les Américains vont se servir de ces oligarques qui possèdent le pétrole, qui possèdent les chemins de fer, qui possèdent les banques aussi, et ils vont se servir comme image de personnes qui sont parties de rien, qui ont réussi. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont en effet partis de rien, qui sont devenus extrêmement riches, mais ces personnes-là vont incarner le capitalisme américain, et les Américains vont s'en servir pour montrer, regardez, dans notre pays, vous pouvez devenir tous riches, tous milliardaires, mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que la construction américaine, c'est aussi faite sur des personnes qui étaient qui ont été littéralement exploitées, qui ont payé 12-16 heures par jour dans les industries pour fabriquer les chemins de fer. La société américaine est une société qui est fondée sur l'immigration massive, avec des immigrés devenus américains très rapidement, qui sont sous-payés par rapport aux Américains, ou même pire, qui sont mis en conflit avec des Américains. On ne peut pas vraiment parler d'Américains de souche, mais en tout cas des Américains européens et des arrivants chinois, mexicains, sud-américains ou d'origine africaine vont se battre. En tout cas, les responsables politiques, on montre, le Howard Zinn, qui a écrit une très belle histoire des États-Unis, le démontre, et je reprends sa thèse dans mon livre, comment est-ce qu'ils se sont servis de ces personnes les plus pauvres de la société pour les opposer les uns aux autres afin de peser sur des salaires plus bas. Ça va être la même chose avec le travail des femmes. On va à chaque fois peser sur des salaires bas pour que ces grands capitaines d'industrie puissent profiter de la taille impressionnante des États-Unis. N'oublions pas que les États-Unis passent de à peu près, on va dire, 200 000 colons au XVIIe, XVIIIe siècle à plus de 100 millions de personnes. La France va passer de 20 à 40 millions de personnes sur la même période. Les États-Unis sont plus de 100 millions, donc c'est un phénoménal pays énorme qui attire beaucoup de capitaux, des capitaux qui viennent d'Europe pour la plupart, pour beaucoup, et ces personnes-là donc vont on va dire, piloter l'économie américaine et vont aussi avoir de plus en plus d'influence dans la politique. Et ça va être ça vraiment le grand changement du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore des hommes politiques du XIXe siècle, début du XXe siècle, qui vont se battre contre ça. Il y a eu des lois antitrust qui ont été mises en place, il y a des politiciens qui sont vraiment indépendants, et petit à petit, eh bien, le système oligarchique américain
finance les campagnes électorales. Vous ne pouvez pas être candidat aux États-Unis si vous n'avez pas d'argent. Oui. Là, il y a encore... Et donc d'être soumis à une sorte d'élite aussi qui a cet argent et qui a un pouvoir... Exactement. Là, quasiment les 3/4 des représentants de la Chambre des représentants des États-Unis, il y a, je pense que la statistique depuis 2020, les 3/4 ont reçu de l'aide de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Où est votre indépendance si vous êtes payé par des industries, par ces capitalistes Donc, il y a eu une corruption de la démocratie américaine par ces personnes qui ne s'en cachent plus. Alors, Régis Le Sommier. Oui, moi je voulais revenir justement sur cette dimension, sur le rapport à l'argent. C'est quelque chose d'extrêmement étonnant toujours pour un Français, où chez nous on a tendance, quand on fait fortune, ou en tout cas quand on gagne un peu d'argent, à le dissimuler, on n'ose pas le dire. On hérite d'un fonds catholique et bien différent effectivement du fonds protestant et américain. Et il y a une chose qui m'a frappé, notamment quand on parle de Donald Trump justement. C'est que Donald Trump, ce qu'on a eu du mal à percevoir chez nous, c'est que la dimension entrepreneuriale du personnage, même si elle est également hollywoodisée, quand on parle le show The Apprentice, où il se montre comme un bon businessman, ce qui est pas vrai. Trump n'était pas un bon businessman quand il dirigeait des entreprises. Il a été plusieurs fois en faillite, etc. Mais il avait réussi justement à montrer et à vendre cet aspect, c'est-à-dire qu'il allait gérer l'Amérique comme une entreprise. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'était la dimension milliardaire du pauvre. Parce que le pauvre aux États-Unis, et ça, je pense que Nicolas en conviendra, le pauvre aux États-Unis ambitionne de devenir comme le riche. C'est-à-dire que c'est pas du tout tabou. C'est-à-dire que on ne regarde pas Trump en disant ces milliards, etc. On les envie. Au contraire, on se dit l'Amérique est tellement unique qu'elle me permettra peut-être à moi aussi un jour de faire la même chose. Et je pense que ce ressort, il est extrêmement puissant et il est fondamentalement différent de tout ce qui se passe en Europe. Nicolas Mirkovic. Oui, c'est vrai. Il y a cette vision aux États-Unis, le rêve, c'est le rêve américain. Devenir riche, devenir très puissant, ça, c'est clair que on le voit dans les séries américaines, on voit même dans les écoles, dans les universités. Tout tourne très rapidement autour de l'argent. Une scolarité américaine dans une université, dans un lycée privé coûte très très cher. Le niveau de vie moyen aux États-Unis pour ceux qui gagnent de l'argent est supérieur au nôtre, c'est certain, et c'est pas du tout un sujet tabou. Et j'écoutais un membre de la Chambre des représentants des États-Unis l'autre jour qui était très fier de dire qu'elle avait une entreprise familiale, qu'elle était une femme d'affaires. Enfin, du tout, c'est en effet c'est pas un sujet tabou, et c'est pour ça aussi que les États-Unis attirent autant ont attiré autant d'immigrés. C'était ce fameux rêve américain, mais comme dit George Carlin, un humoriste américain, le rêve américain, il faut être endormi pour le voir. Alors pour beaucoup alors justement, la transition est toute faite avec Sleeping Joe, qui lui est bien endormi et qui, on peut le dire, sucre les fraises depuis un petit moment. Justement, c'est pour ça que vous vouliez refaire une édition donc augmentée de l'Amérique Empire aux éditions Temporis, qui est sortie en 2021, et donc là il y a une édition augmentée. Quel est le bilan de Joe Biden? Et puis justement, est-ce que c'est pas le début de la fin de l'Empire américain? Parce que quand même depuis, moi si vous voulez, je suis né même au milieu des années 90, je me souviens déjà quand j'étais au lycée, on nous disait c'est la fin de l'Empire américain. Et figurez-vous que mon père, déjà à l'époque, pendant la guerre froide, comme l'éducation nationale était gangrénée par les communistes, on nous expliquait que c'était la fin de l'Empire américain. Donc là, c'est vraiment la fin ou alors... Alors, l'Empire américain a prouvé une chose, c'est qu'il a beaucoup de résilience. C'est un terme qui est à la mode. N'oublions pas, ils ont connu une guerre civile avec 600 000 morts. Ils ont traversé la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, même s'ils sont intervenus à distance et même s'ils ont calculé leur intervention, ils s'en sont sortis. Ils ont connu auparavant la dépression. En 1971, ils mettent fin aux accords de Bretton Woods. Ils décorrèlent le dollar de la quantité d'or qu'ils avaient dans leur banque. Et ils réussissent à s'en sortir. Dans les années 70, en effet, l'Europe et le Japon, qui avaient été financés par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, concurrencent les États-Unis. Le dollar n'est plus indexé à l'or, et pourtant, les Américains vont s'en sortir. Donc, il ne faut pas tuer encore
l'Empire américain, et il a beaucoup une capacité de se régénérer et de faire face à des difficultés qui est assez impressionnant. Mais il y a un élément qui est important. Sur Joe Biden, oui. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu rajouter ces passages, mettre à jour le livre et rajouter ces chapitres à la fin sur Joe Biden, parce qu'il se passe quelque chose d'important aux États-Unis. Les États-Unis s'en sont sortis parce que globalement, une bonne partie de l'élite américaine, des responsables américains, avaient une vision commune des États-Unis. Ils étaient, pour la plupart, influencés par des valeurs chrétiennes. Ils étaient eux-mêmes chrétiens, pratiquants. Ils avaient une vision des États-Unis qui était un peu la même. Aujourd'hui, il y a une déchirure au niveau on va dire, des élites américaines ou au niveau universitaire, au niveau de la pensée politique. Les États-Unis ne sont plus unis. Et ça, c'est une très grande différence par rapport aux Américains d'après la dépression, les Américains de la Première Guerre mondiale, ou Deuxième Guerre mondiale, où ils ont réussi à convaincre, à tort ou à raison, les Américains qu'il fallait rentrer en guerre. Il y avait de quoi parler de la défense des intérêts américains. Là, aujourd'hui, la plupart des jeunes Américains ne veulent plus se battre pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont sapé eux-mêmes. Cette oligarchie qui a pris le pouvoir, qui visait le mondialisme, parce que c'est ça la finalité de l'Empire américain, qui est on va dire le mondialisme, c'est le cachex de l'Empire américain. Ces élites qui ont abandonné le peuple américain l'ont perdu. Et donc, c'est ce qu'explique Michael Lynch dans La Nouvelle Guerre des classes. Il y a une déchirure entre l'élite et le reste de la population, et une partie on va dire de la population qui se trouve exclue de ce mondialisme, qui se rattache à des nouveaux penseurs comme John Mearsheimer, comme Michael Hudson, comme Jeffrey Sachs, qui eux ont une vision peut-être plus isolationniste des États-Unis, et qui vont se retrouver dans un Donald Trump qui lui-même fait partie de l'oligarchie, mais qui s'allie au peuple contre ses autres collègues oligarques. Et le bilan de Biden, lui, est l'exemple type de ce président qui est un pur produit de l'atlantisme, de l'impérialisme américain. Il a été le sénateur qui a le plus voulu que l'OTAN, avant que le Sénat ratifie la possibilité pour l'OTAN de s'étendre vers l'Est, de se rapprocher donc de la Russie et de provoquer malheureusement cette guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. C'est un pur produit de l'atlantisme, du complexe militaro-industriel dont le président Eisenhower nous avait mis en garde dans son dernier discours de fin de mandat. Aujourd'hui, il est déchiré. Et le wokisme, la culture du cancel culture, on va revoir l'histoire des États-Unis, on va redéfinir ce que c'est qu'un Américain, on va redéfinir ce que c'est qu'un homme, ce qu'est une femme, tout ça est en train de détruire la société américaine. Donc elle n'est plus unie. Elle n'est plus unie, et en parallèle, vous avez la dette américaine qui est de 90 000 milliards de dollars. Si on accumule la dette publique de plus de 33 000 milliards, c'est gigantesque. Donc le système de planche à billets mis en place par les États-Unis faiblit, et en parallèle, vous avez des pays qui refusent maintenant l'hégémonie des États-Unis. Ça aussi, c'est une nouveauté. Donc, le fait que justement, avec les BRICS, tout ça... Avec les BRICS, la Chine, la Russie aujourd'hui, qui dit stop. La Russie est en train de se battre contre l'OTAN, qui est, on va dire, l'organisation la plus formidable militaire que l'humanité ait jamais connue. 1 000 milliards de dollars de budget, et l'OTAN n'arrive pas à vaincre la Russie en Ukraine aujourd'hui. Ça, c'est un échec flagrant pour l'OTAN, pour les atlantistes, pour Joe Biden, qui en même temps se retrouve avec une guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis sont omniprésents au Moyen-Orient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient à l'origine des accords du Camp David, à l'origine des accords d'Oslo, pour un accord entre Israéliens et Palestiniens. Et pourtant, et en même temps, ils ont semé la zizanie en Irak, ils sont intervenus illégalement en 2003, ils ont bombardé avec nous malheureusement la Libye, ils sont intervenus en Syrie, donc ils sont responsables de cette situation terrible au Moyen-Orient, qui est tout sauf harmonieuse et pacifiée, et ces pays-là n'en veulent plus. C'est-à-dire qu'il y a l'image, et maintenant qu'il y a des pays qui ont commencé à se soulever en disant on ne veut plus de l'hégémonie des États-Unis, on ne veut plus de votre Banque mondiale, on ne veut plus de votre Fonds monétaire international, on ne veut plus payer en dollars, et on ne veut plus de vos films où vous nous expliquez des garçons sont des filles et des filles sont des garçons, qu'il faut détruire le mariage et que nos cultures à nous ne valent rien. Maintenant que vous avez de plus en plus de pays qui osent affronter les États-Unis, eh bien les pays qui étaient plus petits, qui n'osaient pas, qui subissaient les foudres, les décisions, les ukases venant de Washington, commencent à sortir du bois en disant nous non plus, on ne veut pas suivre ça. Ce qui explique l'engouement pour les BRICS, ce qui explique aussi cette tectonique des plaques qui est en train de changer de manière assez importante. On traverse une période, on va dire, très très intéressante d'un point de vue géopolitique, où les États-Unis vont avoir de plus en plus de mal, et on le voit là tout de suite, et Biden l'incarne parfaitement, ils ne savent plus comment répondre. Biden n'est pas Roosevelt, il n'est pas Wilson. Alors, Régis Le Sommier, dernière question sur ce livre. Je rappelle L'Amérique Empire aux éditions Temporis de Nicolas Mirkovitch. Non, je voulais dire, oui, à propos du déclin américain, certes, je suis
partage complètement cette analyse justement, et notamment l'aspect LGBT et la redéfinition qui provoque. Je pense pas que les États-Unis en soient complètement conscients, de par le monde, une véritable réaction, que ce soit en Afrique, dans le monde arabe ou dans le monde slave. C'est quelque chose qui est absolument inconcevable pour eux, et c'est quelque chose qui je dirais, met l'Amérique en porte-à-faux avec le reste du monde. Mais au-delà de ça, il reste quand même ce fameux complexe militaro-industriel, où le budget de l'armée américaine, je crois qu'il est équivalent à peu près à 850 milliards de dollars. C'est l'équivalent des budgets de la défense des 12 pays qui suivent. Donc quand on parle de déclin américain, il reste quand même cette incroyable puissance militaire qui fait que, je vais dire, quand il se passe quelque chose et que les États-Unis interviennent, alors certes, quand leur groupe aéronaval traverse la mer Rouge, les Houthis n'hésitent pas à leur balancer des missiles, mais si vous voulez, ça reste quand même le rapport du faible au fort, et l'Amérique écrase tout. Et face à ça, elle reste quand même prépondérante par le monde. Très vite, Nicolas Mirkovic, là-dessus, sur cette question de Régis Le Sommier. Oui, c'est sûr. Et c'est une crainte qu'on doit avoir, qu'on doit entretenir pour tous, parce que là, au lieu de se dire que le monde est en train de changer, que les États-Unis sont en train de perdre du pouvoir et qu'il vaut mieux être malin, intelligent, et je pense que c'est ce que voulait Trump et c'est ce qu'il ferait s'il était en place demain, mais en tout cas, ce serait une réflexion de se dire on va garder notre part de gâteau. Ok, on va pas pouvoir voir autant qu'on le voulait. C'est déjà pas mal d'avoir eu tout ce qu'ils ont. On va repartager le gâteau. Ça serait la voie de la raison. Mais vous avez des personnes à Washington qui disent non, on veut tout le gâteau, et donc ils peuvent déclencher une guerre qui redeviendrait mondiale avec des puissances nucléaires. Je ne vois pas comment cela pourrait bien se terminer. Et on va se terminer là-dessus, malheureusement, sur une note pas très positive. Mais écoutez, en tout cas, ce livre, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis, cette réédition, notamment avec le bilan de Joe Biden, pour mieux comprendre, évidemment, la géopolitique américaine et puis son emprise, carrément, sur le monde. Merci, Nicolas Mirkovic. Je rappelle, vous êtes analyste des géopolitiques européennes, américaines. Puis je rappelle le titre de vos autres livres, Martyrs du Kosovo, Bienvenue au Kosovo, et donc L'Amérique Empire. Et merci à vous, Régis Le Sommier. À très vite. Merci.